Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. 30 ans d'expérience démocratique, le Bénin, aux premières heures des années 90, point de départ de cette nouvelle aventure, aura émerveillé le monde entier. Trop tôt, il portera le manteau de laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne, un titre qu'il portera fièrement des années durant avant de se voir doigté ces dernières années, à tort ou à raison, comme un enfant ou un État hostile aux principes démocratiques. Une image projetée vers la fin du régime Yahi et entretenue en pire, dit-on, sous le régime Talon. Depuis, une série de qualificatifs peu enviables. Régime autoritaire pour certains, autocratique pour d'autres ou encore dictatorial et que sais-je encore. Le dernier, sur toutes les lèvres, mesdames, messieurs, le Bénin, une démocratie contrôlée, du politologue Mathias Rompé. Gouvernance Talon, le Bénin, un régime démocratique factice, le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Sur ce plateau, en notre compagnie, Félicien Fagnon, le professionnel des médias, mesdames, messieurs, a gravi en échelon désormais. Il aborde, comme tant d'autres, le manteau de politique. Il est désormais membre du parti UP, une formation politique accompagnant le chef de l'État, une formation qu'on qualifie à tort ou à raison de formation jumeau. Félicien Fagnon, bonjour et bienvenue dans l'arène politique. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais préciser que je suis membre fondateur de l'Union progressiste. Ça ne me fait pas perdre ma qualité de journaliste. Membre fondateur. Puisque en réalité, tout journaliste, même vous qui êtes là, vous votez quand il y a élection, n'est-ce pas? Oui. Donc même si vous n'affichez pas votre appartenance politique, c'est sûr, vous soutenez un courant politique, ce n'est pas un péché. Ça ne montre pas dans ma casquette de journaliste, analyste. Et donc la neutralité est toujours là lorsqu'il s'agit donc de se prononcer sur les questions touchant la vie de notre pays. Ok, merci aussi. Surtout, comme je le disais, c'est un plus quand même pour le parcours. Là, vous portez vraiment le titre, vous défendrez désormais une couleur et ça compte. Une nouvelle expérience. On reviendra là-dessus plus amplement. En face de vous, oui, un confrère qui, lui, pour l'instant, refuse d'entrer dans l'arène politique, Marcel Zoumenou, journaliste assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Il reste, vous en doutez, un observateur très averti de l'actualité socio-politique. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci d'être là en notre compagnie. Tout à fait. Beaucoup de sourires ce matin. De l'enfant malade de l'Afrique au laboratoire de l'Afrique noire francophone, mesdames et messieurs, le Bénin, depuis peu, dit-on, peine à porter son titre qui aura fait la fierté de plus d'un débat houleux qui s'ouvre désormais autour de ce que le Bénin est désormais devenu. De l'interne à l'externe, les regards sont partagés autour de ce que le Bénin, hier, laboratoire de la démocratie, serait plus bien loin de ces États qui se cherchent désespérément. Félicien Fagnon, le débat, vous le constatez, ça évolue. Et désormais, c'est le politologue Mathias Rompé qui entre dans la danse. Et il a sorti ce que vous avez suivi, là, cette opinion. Avant d'en arriver à cette opinion, si vous devez apprécier le Bénin aujourd'hui, qu'est-ce que vous en direz démocratiquement? D'abord, il faut qu'on se rafraîchisse la mémoire. À savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie. En termes clairs, on parle d'un pays démocratique lorsqu'il y a quand même des principes d'égalité, d'accord, en matière d'accès à la justice, et lorsqu'il y a également les libertés qui sont garanties dans le pays. Et avant donc de répondre à votre question, j'allais nous demander si au Bénin ces principes sont remis en cause. Sinon, ça veut dire que notre pays continue d'être un État démocratique. Ça veut dire que la démocratie est en marche dans notre pays parce que la justice n'a pas de problème, parce que les libertés dans notre pays ne souffrent de rien. Donc à partir de cet instant, pour moi, la démocratie est en marche au Bénin. C'est vrai que lorsque votre enfant a 30 ans, il vous est difficile de le contrôler. Il quitte votre contrôle, mais il fonde sa famille, il s'adapte à son âge, il s'adapte aux réalités de son époque. Et la démocratie étant donc évolutive, c'est normal que ceux qui ont contribué à l'avènement de cette démocratie en 1990 pensent aujourd'hui qu'il n'y a plus de liberté, qu'il n'y a plus de justice, parce qu'évidemment, les choses ont quitté, les choses ne sont plus sous leur contrôle.
Voilà, regard de Félicien Fayon et Marcel Zoumeno, le Bénin, parlant de démocratie, eh bien, désormais, il faut réfléchir pas deux fois pour mieux classer le Bénin dans ce registre. Votre regard. Merci Joël. Je souriais tout à l'heure parce que mon ami et confrère Félicien, journaliste comme moi, mais politique en plus. Puisque moi, jusque-là, je n'ai pas encore décidé de porter cette casquette. Et je prends du plaisir à faire le débat avec le politique, beaucoup plus que le journaliste. Et déjà dans son introduction, je vois déjà qu'il a commencé déjà par s'écarter de l'objectivité qui doit être celui d'un journaliste. Parce que il lui serait très difficile d'être dans la posture d'un politique et d'être impartial comme il a dit. Et quand vous voyez la définition de mon ami et confrère Félicien qui a parlé d'accès à la justice et de liberté fondamentale, moi je voudrais d'abord dire que c'est trop circonscrit. La démocratie a ces deux critères. Qui a d'autres critères? Le premier critère pour moi, c'est la possibilité pour les populations de choisir leurs dirigeants. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'indépendance des pouvoirs et l'existence d'institutions de contre-pouvoir. Vous savez, quand on dit le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple, on dit aussi il faut que d'autres pouvoirs puissent contrôler d'autres. Et c'est tout ça mis ensemble qui fera une bonne démocratie. À côté de ça, il y a effectivement l'accès à la justice, les libertés fondamentales, la liberté de dire ce qu'on pense sans être inquiété. Et quand nous mettons tous ces éléments sur la table, nous voyons que nous sommes en train de nous écarter de cette démocratie-là. Puisque ce n'est pas nous qui l'avons inventé, la démocratie. J'ai l'habitude d'entendre ces derniers jours-ci dans notre pays, des hommes politiques proches du pouvoir disent qu'il faut adapter la démocratie à nos réalités, c'est-à-dire qu'il faut inventer un modèle démocratique propre à nos pays, qui ne sera pas forcément, qui ne répond pas forcément aux critères basiques, aux critères de base des démocraties selon le modèle occidental. Alors moi je voudrais répéter, si même on doit faire cela, il faut qu'on ait à l'esprit que la démocratie, c'est un principe fondamental où les populations ont la possibilité de choisir eux-mêmes les dirigeants. Et quand je regarde ce qui s'est passé dans notre pays l'année dernière, je fais recours aux élections législatives de 2019. On sait ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que les populations ont eu la possibilité de choisir librement. Quand on fait recours à tout ce qui se passe aujourd'hui, je prends l'exemple dans notre secteur où on voit le nombre de journalistes persécutés, le nombre de médias fermés, et puis dans la foulée, un classement sorti, je crois, qui vient de Amnesty International, où on a parlé de 17 journalistes, blogueurs et autres qui ont été déjà inquiétés juste parce qu'ils ont fait des opinions. Quand vous mettez tout ça ensemble, on a envie de dire que nous ne sommes plus en démocratie. On a envie de le dire parce qu'on a vu que si nous partons des années 90, qu'on a fait beaucoup de progrès. Dans les années 90, où le président Soglo était au pouvoir et un peu au début des années Kérékou, le Bénin était l'un des meilleurs exemples en matière de démocratie dans l'Afrique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand vous parlez du Bénin, on ne nous donne plus trop ces faveurs, on ne nous considère plus trop comme un État démocratique. Moi, j'ai fait l'expérience tout récemment dans 2 pays différents que j'ai visités et j'ai eu la réaction d'autres compatriotes africains, d'autres citoyens africains par rapport à ce qu'ils pensent de nous. Et je n'étais pas très fier de moi-même. Vous n'êtes pas très fier de vous-même. Pas que vous, le politologue Mathias Ronquet pense que les Béninois devront revoir leur copie. Je le cite en filigrane, en Félicien Fayon, je vous donnerai la parole par la suite. Après les législatives non inclusives, dit-il, qui ont produit une législature contrôlée à 100% par le chef de l'État, pour appeler les choses par le nom, se retrouve aujourd'hui le Bénin de façon délibérée ou non, littéralement dans une situation de démocratie contrôlée. Je m'arrête là, un premier pan de son intervention. Qu'est-ce que vous en dites? Joël, vous savez, lorsque vous voulez sortir de votre maison,
c'est l'image que vous voulez que les gens aient de vous, que vous vous donnez vous-même. Si vous voulez qu'on vous voit beau, vous vous habillez correctement et vous sortez. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous apprécie comme tel, vous trouvez une tenue là que vous mettez et vous sortez. Et lorsque vous allez quelque part, ça dépend de comment est-ce que vous vous vendez, qu'on vous achète. Si vous vendez moins cher, comme on le dit, on peut vous prendre même à crédit. Alors, le lien avec la situation... Ça veut dire quoi? Oui. Tout à l'heure, Marcel a dit qu'il a fait l'expérience de 2 pays où, quand on évoque la démocratie béninoise, les gens disent non, mais ce n'est plus ce que c'était avant et donc il y a problème. La faute, c'est à Marcel? La faute, c'est à nous-mêmes. C'est ce que nous disons de notre pays. Les Béninois. C'est ce que les Béninois disent de leur pays. C'est ça que les autres exploitent. Parce qu'en réalité, ceux qui parlent et ceux qui se prononcent sur la démocratie béninoise, ce n'est pas des gens qui sont avec nous forcément ici. C'est les images. C'est l'image que nous projetons de notre pays. C'est ça que les autres exploitent. Le cas du politologue, pour rester actuel, Mathias. Oui. Le politologue a fait son analyse à lui, c'est son opinion à lui. Et c'est son opinion, vous savez, ça dépend de la position de chacun. Lui, il est resté dans sa position pour faire ses appréciations. Et je pense que son opinion n'est pas forcément partagée. Elle n'est pas la mienne en tout cas. Parce que moi, je pense, vous savez, Marcel tout à l'heure a défini, d'accord, a redéfini ce que moi j'ai dit de la démocratie. J'ai parlé de liberté fondamentale et j'ai parlé de justice. Et quand on parle de liberté, c'est que vous avez le droit de vote et tout ce qui découle. Au Bénin, je crois que ces libertés ne sont pas menacées. Au Bénin, on vote bien quand il y a élection. Sinon, s'il y a des exemples, vous pouvez me les donner. Bon, lui, il a cité, je rapporte ce qu'il a cité, il a cité le cas, dit-il, malheureux des législatives inclusives de 2019, exclusive, voilà, qui n'ont pas été inclusives, de 2019, où pour une première fois, malheureusement, le Bénin, rien que pour les élections, a compté des morts. Il ne retrouve pas le Bénin qu'il a connu en 90. Des gens n'ont pas été tués parce qu'ils allaient voter. Il n'y a pas eu de mort parce qu'on voulait, des gens voulaient voter, qu'on voulait les en empêcher, ils se sont opposés à cela. Il n'y a pas eu ça du tout. Certaines personnes ont voulu, des personnes mal intentionnées, ont voulu prendre en otage les routes publiques, les édifices publics. Ça, l'armée ne peut pas être d'accord. La police ne peut pas être d'accord parce que leur rôle, c'est de protéger les populations, c'est de défendre l'intégrité du territoire national. Et notre territoire a été attaqué. Ok, à supposer que c'est cela. Oui. Il fallait des citoyens béninois, vous disiez tout à l'heure, territoire attaqué, je ne sais pas, mais des citoyens, pour ce qu'on a vu à main nue, on a dû tirer dessus. Les images qui ont circulé et que moi j'ai vues, ceux-là n'étaient pas forcément des citoyens béninois parce qu'aucun citoyen béninois ne peut vouloir s'en prendre à un édifice public, ne peut vouloir bloquer la voie, tenter de brûler la tour administrative, aller brûler des véhicules qu'on voit aujourd'hui calcinés. Aucun citoyen béninois ne peut, parce que c'est son argent qui achète les véhicules, c'est son argent qui construit les routes, c'est son argent qui construit les bâtiments. Aucun béninois pacifique que nous sommes ne peut oser faire cela. Donc, c'est des gens, je suis sérieux parce que je dis, c'est des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est vrai, il y a eu un cas. On ne sait pas. Jusque-là, il n'y a pas eu de clarification du cas de cette dame seule. Mais le reste, on ne sait pas. On ne sait pas effectivement ce qu'ils sont ceux-là. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce que vous avez vu des parents monter au créneau pour réclamer leur corps, pour réclamer des gens? Non. Et puis, quand on parle de cas de décès, il y avait eu combien? Il y a eu combien en réalité? Il ne faut pas que des gens... Il ne faut pas que des gens dramatisent. Il y a eu combien? Il ne faut pas que des gens dramatisent. Félicien Fayon, il y a eu combien? Je n'ai pas de chiffres officiels parce que je je ne suis pas de la police. Amnesty International qui a pu sortir des chiffres. Je l'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas Amnesty International qui va venir donner les chiffres, d'accord, en lieu et place du gouvernement béninois. On revient vers vous. Et donc, je disais tantôt que à Tchaourou, à Savé, si on laissait des individus prendre en otage les voies publiques et prendre donc cette population, cette localité en otage, c'est que le pays n'existait plus, c'est que le pays était coupé en deux. Il fallait mettre de l'ordre. Et donc mettre de l'ordre ne veut pas dire qu'on a tué, ne veut pas dire qu'on a mis en difficulté la démocratie. La démocratie, c'est le fait aussi de laisser les gens se manifester. On les a laissés, ils sont manifestés, n'est-ce pas? Mais si les gens tentent de menacer la liberté d'autres personnes, l'ordre doit être remis à sa place. Marcel Zoumelo, oui, du constat fait par le politologue, voilà un peu le regard de Félicien Fayon. Vous en dites quoi? Vous avez suivi les événements aussi? J'ai suivi les événements et je suis un peu attristé en écoutant mon ami Félicien. C'est pourquoi il disait qu'il lui sera très difficile de porter deux casquettes.
Et je vois beaucoup plus le membre fondateur de l'UP en train de parler. Alors, les arguments de mon ami et confrère m'ont fait tiquer. D'abord, je voudrais rappeler que en avril dernier, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Et je l'ai toujours dit, une élection suppose une compétition. Une compétition, ce n'est pas avec des gens qui disent les mêmes choses que toi. C'est avec des gens qui sont d'opinions différentes. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il n'y a pas eu le taux de participation pour crédibiliser l'élection. Tantôt, on est passé à 8%, après, ça a monté progressivement pour s'arrêter à un chiffre que j'oublie là. Et puis, il y a eu ce que nous savons là. Et j'ai été vraiment surpris d'entendre, et c'est pour la première fois que je vois que quelqu'un peut venir sur un plateau pour défendre des tueries aussi barbares que ceux qui ont eu lieu les premiers 2 mai. Je voudrais rappeler à mon ami et confrère Félicien que les mouvements d'humains existent dans tous les pays au monde. Si je ne lui dénie pas, et c'est qu'il suit très bien l'actualité à l'international, on a vu avec les Gilets jaunes le nombre d'actes de vandalisme qu'il y a eu à Paris. Il y a eu dans tous les pays du monde. On a suivi tout récemment la situation à Hong Kong et dans d'autres pays. Ça existe dans tous les pays qui se réclament démocratiques. Et puis évidemment, ça ne peut pas être autre chose puisque quand les populations ne trouvent pas d'autres moyens d'exprimer leur mécontentement, et ils font ça. Et je voudrais lui rappeler pour notre petite histoire qui est très récente que en mai 2015, dans ce même pays, dans cette même ville de Cotonou, pour une tentative ratée d'arrestation de l'ancien ministre Candide Azalaï, on a eu plus de casses et d'actes de vandalisme à Cotonou. Je peux attester que moi, je voudrais ce jour me rendre à Calavi. Et nous savons, et beaucoup de Béninois peuvent faire témoigner de la difficulté qu'il avait pour ceux qui devaient se rendre à Calavi, où certains même ont été brutalisés, certains ont été arrêtés, on a pris leur potable et beaucoup d'argent. Donc on a, et en mai 2015, eu des actes de vandalisme qui ont eu une ampleur plus grande que ce qu'on a eu en mai dernier. Et pourtant, je ne me rappelle pas que l'armée ait pu tirer une seule fois sur un Béninois. Alors quand je vois des Béninois qui viennent défendre que pour des raisons de maintien de sécurité, de maintien de paix, on peut tirer aussi facilement sur les gens. Je n'ai jamais dit ça. Oui, tu as défendu, tu as défendu les tueries et tu as même dit que jusque-là, vous êtes les seuls à avoir les preuves que l'armée a tué des gens. Moi, je dis, le seul cas de cette dame, madame, je crois que c'est la dame Prudencio à Moussou, jusque-là, on n'arrive pas à savoir exactement. En tout cas, moi, je n'ai pas eu la preuve ou bien les causes de ça. Vraiment, moi, je ne le sais pas. Et je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des gens, à part elle, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus à la télévision réclamer les corps de leurs enfants pour dire, on a tué mes enfants, on a tué... Est-ce que vous en avez eu? Je ne sais pas d'où est-ce que le politologue sort des chiffres et dit qu'il y a eu des tueries, qui a tué? Où sont les preuves de ce que l'armée a tué? Non, mais moi je sais qu'il y a eu des maintiens, il y a eu maintien d'ordre. Parce qu'il ne fallait pas laisser le désordre perdurer. Il y a eu maintien d'ordre. Vous laissez votre vis-à-vis poursuivre. Félicien Fayon, je ne sais pas si tu es dans une logique de venir nous embrouiller ici. Je me rappelle avoir entendu le chef d'État lui-même, je crois que c'est sa dernière émission, dit au moins qu'il y a eu 4 morts. C'est le chef d'État qui a parlé. Je suppose même qu'il y a 4. Je m'arrête là si on suppose que c'est les chiffres de Amnesty que le chef d'État lui-même a répété, parlant de 4 morts. Mais est-ce que pour un seul mort même, on ne doit pas s'indigner? Moi, je crois que même s'il y en avait un seul, un Béninois, on doit s'indigner que l'armée n'a pas ce pouvoir de tirer sur les gens. Ben, Félicien dit, on ne sait pas si c'est l'armée. Laissez-le poursuivre, vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y. C'est la même armée en 2019. Oui. Félicien. Et pourquoi l'armée s'est comportée? Félicien, laissez-le poursuivre. Allez-y. Je n'accuse pas un pouvoir. Allez-y, là, on parle de l'armée. Oui, allez-y. Alors je dis, qu'on soit politique, et c'est ce que moi tu dis partout où je passe, qu'on soit politique, qu'on soit soutien d'un gouvernement, défendons des choses raisonnables. Moi, peut-être je peux me retrouver demain avec une casquette politique. Je ne viendrai jamais sur un plateau pour défendre des choses que je vais défendre en retournant à la maison. Ma conscience va me dire quelque chose. Je dis, et je continue de dire, ce n'est pas assez temps de défendre qu'on tue des Béninois. Je dis ça là, sur ça, j'ai une position de principe et je ne trouve pas que c'est bien pour
des gens jeunes comme mon ami Félicien de venir défendre des choses du genre. On peut défendre d'autres choses. Le gouvernement fait beaucoup de choses qui sont agréables, qui sont formidables. On peut venir défendre ça. Mais ça là, j'ai fait le débat avec un autre confrère, pas sur un plateau, et j'ai dit, mais vous pouvez tout défendre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. C'est votre regard, oui, et c'est aussi cela, la pluralité des voix sur ce plateau de 100% Bénin. Je poursuis avec cette opinion du politologue Mathias Ronquet. Non béninois, nous sommes, dit-il, dans une situation où un groupe de citoyens assez talus contrôle désormais les leviers essentiels du pouvoir d'État. Je m'en arrête là. Qu'est-ce que vous en dites? Les principaux leviers sont-ils aux mains pratiquement d'un seul groupe de personnes? Nous savons que la démocratie, c'est la gestion du pouvoir par le peuple lui-même, n'est-ce pas? Alors, le pouvoir qui est là, qu'est-ce qu'il a mis en place? N'est-ce pas le peuple lui-même? Les institutions qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont été mises en place contrairement aux dispositions en vigueur? La HAC, on connaît comment est-ce qu'on met en place la HAC, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et l'Assemblée nationale. Je crois que c'est les voies par lesquelles le Constitution a prévu que ces institutions soient mises en place, qui ont été donc explorées, qui ont été exploitées pour leur mise en place. À partir de cet instant, je ne sais pas pourquoi est-ce que le politologue pense que ces leviers-là, ces institutions-là, sont aux mains d'une seule personne, sinon d'un groupe de personnes. Si vous, Joël, journaliste, moi, Félicien, journaliste, et Marcel, journaliste, nous sommes d'une même corporation, s'il arrive aujourd'hui, d'accord, que vous devenez président de la République, et que je suis président de l'Assemblée nationale, et que lui, le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas que le pouvoir est contrôlé par la presse. Je ne pense pas qu'on le dira. Ce n'est pas parce que nous sommes des amis, ce n'est pas parce que nous sommes d'une même corporation que nous contrôlons ensemble, d'accord, le pays. Chacun sait comment il est allé là-bas, chacun sait que lui, il n'a violé aucun principe en allant là-bas, et chacun sait le rôle, chacun reconnaît le rôle de l'institution qu'il a donc l'honneur de diriger. À partir de cet instant, que ce soit des copains, que ce soit des amis ou pas, je pense qu'on ne doit pas dire que les leviers de contre-pouvoir sont aux mains d'une même personne ou bien aux mains d'un groupuscule de personnes. Oui, Bassel Zoumenou, par rapport à cette question des leviers de la République, au moins d'un groupe de personnes, ça fait juste cette façon d'apprécier? Moi, je dirais même que c'est aux mains d'une seule personne. Vous direz que c'est aux mains d'une seule personne. Oui. S'il vous plaît, vous avez bien suivi votre vis-à-vis? Oui, je l'ai suivi, je l'ai très bien suivi. En fait, je faisais partie de 2016. Je crois que le chef d'État actuel a été bien élu. En tout cas, sur son élection ne souffre pas de critiques comme les législatives. Alors, il a la légitimité populaire. Mais le chef d'État, et c'est peut-être là qu'il faut nuancer le débat, il n'est pas peut-être le seul qui doit être mis en cause dans ce qui est le constat fait par le politologue. Parce que il a peut-être, je crois c'est bien ça qu'il a surfé sur les faiblesses de notre système démocratique. Vous savez que en dehors du chef d'État qui constitue, lui et ses ministres, le pouvoir exécutif, on a deux autres pouvoirs et on a des institutions que, entre griffes, nous appelons institutions de contre-pouvoir. Parmi les institutions que nous appelons institutions de contre-pouvoir, il y a l'Assemblée nationale, il y a la HAC, il y a la Cour constitutionnelle et, dans une moindre mesure, la Cour suprême. Alors, quand vous regardez très bien comment les personnes qui doivent diriger ces institutions sont désignées, vous savez que tous ont un lien avec le chef d'État. Je prends par exemple la HAC, 9 personnes, le chef d'État désigne 3, le bureau de l'Assemblée désigne 3, et nous, les professionnels, nous désignons 3. Alors, si entre-temps, et c'est là le problème, c'est pourquoi je voudrais que mon ami Félicien soit d'accord avec moi sur ce pan de la loi. Si entre-temps, nous avons eu les élections telles que nous les avons eues la fois dernière, avec 2 blocs qui appartiennent à la majorité présidentielle, qui ont eu uniquement des députés à l'Assemblée, on comprend que si le chef d'État envoie 3, je prends le cas de la HAC, et les 3 autres qui viennent de l'Assemblée, qui sont forcément ces éléments, ça lui fait minimum 6 sur 9. Ça veut dire qu'il a là la possibilité de contrôler
et la Hague. Et idem pour la Cour constitutionnelle. Et là, je voudrais rappeler que même si la Cour constitutionnelle, puisque pour la Cour constitutionnelle, c'est encore le chef d'État qui désigne, je crois, 3, et le bureau de l'Assemblée désigne, je crois, 4. Alors, l'ancien bureau qui a désigné les 4, on sait que l'ancien bureau dirigé par le président Mbeki avait fait allégeance au chef d'État. Et donc, on peut se retrouver dans un schéma où le chef d'État désigne 3 et les 4 autres qui sont désignés par le bureau de l'Assemblée sont également ces gars. La conséquence, c'est que nous voyons une Cour constitutionnelle qui ne rassure aucun Béninois. Depuis que cette Cour est là, je voudrais rappeler qu'elle n'a jamais pris une décision qui soit défavorable au gouvernement. On peut me dire, mais ce n'est pas parce qu'elle aurait pris une décision défavorable au gouvernement qui fera qu'elle est impartiale. Mais je voudrais rappeler que c'est un élément très important. Et quand on regarde l'histoire de cette institution, c'est la première fois qu'on ait une Cour constitutionnelle qui se comporte de cette manière. Alors, que reste-t-il encore que le chef d'État ne peut pas contrôler? Je viens de dire que cette assemblée, de la manière dont elle a été élue, je viens de parler de la Cour constitutionnelle, je viens de parler de la Hague. Que peut rester-il comme institution de contre-pouvoir pour faire le contre-pouvoir? Non, je n'ai pas fini, je vais finir dessus. Okay. Quand nous finissons de regarder le pouvoir politique, regardons le pouvoir économique. Là aussi, on sait que le chef d'État actuel, c'est un homme d'affaires très prospère. Et quand Mathias Bompay, parce que je l'ai suivi en dehors de ce qu'il a dit, il avait déjà émis son raisonnement dans un séminaire organisé tout récemment à l'hôtel du Lac par une institution dont j'oublie le nom, j'étais parti. Il avait déjà fait ce raisonnement en parlant du contrôle à la fois du pouvoir politique et du pouvoir économique du pays. Alors, la faute est à qui? Je ne dis pas que c'est la faute au chef d'État, la faute peut être à nos institutions, la faute peut être à ceux qui sont désignés aussi, parce que un chef d'État a beau vous désigner, vous pouvez faire un effort pour rester vous-même. Et la faute également au test de loi, la faute à la Constitution qui permet au chef d'État d'avoir la possibilité de contrôler tout ça. Là où le Bénin aura sérieusement buté en quoi le politologue, c'est bien au niveau de ces élections-là, les législatives. Et quand on le dit ainsi, vous pensez que c'est vraiment un grand faux pas qui a été fait? Alors, je voudrais rappeler, parce que Félicien a fait allusion à quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Et moi, les rares fois que je sors du pays, quand j'ai l'occasion, je ne suis même pas dans la peau de celui qui va saboter la République. Alors, j'étais aux États-Unis et je faisais un jour un débat avec un confrère ougandais. Vous connaissez Ougandais avec Yoweri Museveni. Et je voulais le taquiner. Je me disais qu'il ne connaissait pas le Bénin et qu'il ne suivait pas. Je croyais que les gens avaient toujours l'impression, et j'ai dit, mais toi, ton président, c'est l'un des plus grands dictateurs de l'Afrique. En parlant, je le taquinais en parlant de Yoweri Museveni. Et il me regarde et dit, oui, Yoweri Museveni est un grand dictateur. Mais il n'a jamais empêché Kizza Besigye, vous savez, Kizza Besigye, c'est le principal opposant, d'aller aux élections. La réponse m'a été servie comme ça. Il n'a jamais empêché les opposants d'aller aux élections. Et donc, ça veut dire qu'il suit très bien ce qui se passe au Bénin. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les gens suivent. Les médias aujourd'hui, les médias internationaux, relais, tout ça. Là. On sait que pour la première fois depuis 1990, on a fait des élections où on a empêché tous les opposants de participer. Et ça, c'est un indice très important. Tout à l'heure, Félicien a dit que c'est pas un truc important parce qu'on n'a pas empêché les gens d'aller voter. Non, mais on a empêché ceux qui ont d'autres convictions politiques, ceux qui ne sont pas du pouvoir d'aller voter, puisque les partis pour lesquels ils doivent voter n'étaient pas présents. Ces partis n'y étaient pas. Oui, il y a eu tout ce que l'on a vécu. Oui, vous voulez faire quelques compléments avant qu'on évolue? Oui. Vous savez, à part peut-être le dernier pan de l'intervention de Marcel, que je trouve un peu ambigu, il a fait quand même un développement technique et sur lequel je peux m'accorder avec lui. Le problème du Bénin, ce n'est pas le problème des hommes, d'accord, ce n'est pas le problème de ceux qui sont là. Et donc, moi, j'allais refuser si on me dit que c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment, c'est eux qui font le désordre, c'est eux qui empêchent les gens de voter. Tout ça, moi, j'allais refuser. Mais c'est les tests. C'est les tests que nous avons. Et si vous vous rappelez... Est-ce que les deux ne sont pas liés? Ce sont les hommes qui font les tests?
Oui, ce sont les hommes qui font les tests, mais c'est des tests qui ont été faits depuis 1990, par exemple. C'est la même constitution qui est là, qui a demandé au chef d'État de... On a revu à ce que ça... Non, on a une nouvelle constitution. Avant cette révision... Oui, tout à fait. Avant cette mais on est dans une nouvelle constitution actuellement. Oui, mais avant cette révision... Il y a eu, par exemple, la désignation des membres de la HAC, il y a eu, par exemple, la Cour constitutionnelle, il y a eu l'Assemblée, il y a toutes ces institutions qui avaient été déjà mises en place. Et c'est l'ancienne constitution qui avait prévu le mode de désignation. Et c'est là où, quel que soit ce que nous allons faire, le président de la République, c'est lui qui nomme le président de la HAC. Comment est-ce que nous voulons que la HAC aille contre le gouvernement? Ce n'est pas possible. Nous avons suivi le régime précédent de Yahya Boni, par exemple, ou le président de l'Assemblée nationale, parce qu'en fait, les gens disent que l'actuel président de l'Assemblée nationale est à côté, il est acquis au président Patrice Talon, et donc on ne peut pas s'attendre à des actions de contre-pouvoir. Mais je dis, le président Mathurin Nago est resté là à l'Assemblée nationale pendant 8 ans. 8 ans, et ce n'est pas que c'est l'opposition qu'il a élu, il a élu par 2 fois par la mouvance présidentielle, donc avec la volonté du président Boni Yahi. Mais le politologue Humpe était où au moment où cela se passait? Est-ce qu'il peut nous rappeler cette publication à l'époque? Ses opinions étaient comment? Où est-ce qu'il était en 2011, au moment où des populations avaient été empêchées de se faire enrôler par je crois que la CPS Lépi, dirigée par Epiphane Kenoma à l'époque, où les populations avaient été empêchées à l'époque. Ce sont des faits qui ont été... Des gens n'avaient pas eu des cadres directeurs pour aller aux élections. Moi-même qui vous parle, j'en ai été victime. Oui, Félicien Fayon, oui, pour la mémoire collective, il faut... Je parle de 2011. Entre-temps, il a laissé sa place à Bako. Oui, en temps, lui a laissé sa place à Bako. Mais je parle de 2011 où nous avons voulu expérimenter la Lépi. Félicien Fayon, pour les faits, il faut rappeler que c'est vrai. Et c'est cette année-là Mathias Mouper, en ce moment-là... Mathias Mouper était où? Non, il a parlé pour l'histoire, pour la mémoire, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer. Non, Félicien, il faut dire, les gens étaient encore là, les gens en son temps ont dénoncé. Et c'est les gens qui aujourd'hui disent que tout ceci se passe aujourd'hui en pire, alors que le choix opéré et qu'on arrive à finir avec ces genres de pratiques. Et c'est là quel la indicateur déception. dispose-t-il pour penser que ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qui s'était passé? Si on empêche les gens de s'inscrire sur les listes électorales et qu'on va aux élections, d'accord? On sait qu'on a en face un adversaire mais qui n'a pas d'électeurs, parce que ces électeurs n'ont pas de carte, et on dit qu'on a fait chaos. Et on reprend le contrôle du pouvoir. Et quand on finit, on reprend l'Assemblée nationale. Quand on finit, on reprend la Cour constitutionnelle. On reprend la HAC. En nommant un député à la tête de la HAC. Tout ça, là, les politologues, là, étaient où? Non, ça a été dénoncé. Évidemment. Oui, il faut souligner. Et vous vous rappelez, ça a été dénoncé. Maintenant, pour l'avenir... Je pense qu'on n'a pas les indicateurs qu'il faut pour dire aujourd'hui que la situation... Marcel, vous faire quelques compléments. Allez-y, Marcel. Mais je suis d'accord avec Marcel quand il dit, par exemple, que le système politique de notre pays est malade. Et c'est ça... On y revient. Oui. S'attelle à corriger ce système. Vous permettez, oui, allez-y, Marcel. Je voudrais un peu nuancer ce que Félicien a dit. Pas nuancer, mais il semble qu'il y a certains détails qui lui échappent. Par rapport à ce qui s'est passé en 91, je me rappelle très bien que dans un premier temps, le COS Lépi était dirigé par Epiphane Kenoma, qui a été déposé à l'Assemblée nationale. En tout cas, quand il dit déposé, viré. Et après, Arifa Ibako. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation dont il parle, qu'il reconnaît, a pu subvenir, mais qui n'est pas... L'explication qu'il en a donnée n'était pas exactement celle-là. En fait, arrivé à un certain moment, il y avait un bloc qui était contre le président Boni Yahi. C'est ce qu'on appelle en ce moment l'UN. Et l'UN, ayant entre-temps ne comprenait pas comment la procédure était conduite par Bako, a fait retirer ces éléments du COS Lépi. Et quand il a fait retirer ces éléments du COS Lépi, il a demandé d'arrêter le processus. Je crois que le président Boni Yahi, avec Bako, n'ont pas arrêté le processus. Au finish, ils ont fait des meetings dans toutes les grandes villes du Bénin pour demander à les militants de ne pas aller se faire enrôler. J'ai suivi moi-même en tant que journaliste des meetings dirigés par le président Adrien Ngbeya Porte-Novo où il disait Lépi, Bako, Baklo, on refuse. Et j'ai vu ce jour-là des gens à Porte-Novo qui ont déchiré même les cartes qu'ils avaient. Alors, donc, quand il y a eu tout ça, au finish, quand nous devons aller aux élections, il y avait eu des contestations à droite et à gauche. Et des gens avaient confié un travail à un collège d'anciens présidents, Mathieu Kérékou, Émile Delin Zissou et je crois Anissé Fossoglo. Et c'est ce collège d'anciens présidents qui est allé voir le président Boni Yahi pour négocier pour qu'il y ait une dérogation pour permettre à ces mêmes militants qui, en suivant leur leader, n'ont pas pu se faire enrôler,
Et c'est en voulant faire cette dérogation qui a permis d'enrôler les gens dans la précipitation. Et il y avait les gens avaient gonflé, étaient allés bonder les centres d'enrôlement. Et il y avait des débordements. Dans ce débordement, certains ont pu le faire, certains n'ont pas pu le faire. Je crois que Félicien s'est retrouvé dans ce cas. Et au finish, il y a eu le chaos dont il parle. Et ça, c'était pas déplorable par hasard? Oui, c'est déplorable, c'est déplorable. Et je crois que nous, on l'avait déploré. Et je crois que Félicien était du bon côté en ce moment, était du côté des FCB. Était du bon côté, nous, on était toujours du mauvais côté. Vous étiez du bon côté en ce moment, vous accompagnez le régime. Alors, Félicien Fayon, le politique, vraiment, c'est difficile de vous suivre. Bon, en tout cas, l'homme pense qu'après avoir fait tout ça, le Bénin pouvait encore sortir la tête de l'eau. Mathias Rompa, il faut le souligner, l'homme a toujours été à l'avant-garde de tout ce qui pourrait porter entorse à la démocratie. Ça, c'est le devoir de mémoire et de vérité. Restitution oblige. Félicien Fayon, mais l'homme se désole de constater que ce qui aurait pu être une opportunité pour le Bénin n'en a pas été une. Ce dialogue politique, qu'est-ce que vous en dites? Je fais partie de ceux qui pensent que de ce dialogue, le Bénin a tiré beaucoup de choses. Je l'ai dit sur ce plateau par le passé. Il fallait que ce dialogue ait lieu. Vous avez vu que c'est à l'issue de ce dialogue qu'il y a eu ils ont revu la loi. Aujourd'hui, les opposants, ils sont en train de préparer maintenant les dossiers pour aller aux élections. Il n'y a plus de contestation. Vous avez vu, on a même appris même que Candidat Zanaï est en train de préparer ce dossier au ministère de l'Intérieur pour se mettre en règle. Est-ce que quelqu'un crie encore maintenant? S'il n'y avait pas eu ce dialogue, ça veut dire qu'on n'aurait pas connu cette issue-là qui permet à tout le monde aujourd'hui d'aller aux élections. Il y a eu assouplissement. Il y a eu assouplissement. Il dit que ce n'est pas tout le monde. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont en retrait. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas encore des gens qui sont encore en retrait, à part ceux qui n'en veulent plus apparemment. Parce que ceux qui veulent sont en train de faire les démarches pour se mettre en règle et aller aux élections. Même le quitus fiscal qui était l'élément le plus dur, on demande aujourd'hui aux impôts de donner aux gens, même s'ils n'ont pas payé les impôts, de leur donner pour qu'ils puissent aller aux élections. Donc je crois que s'il n'y avait pas eu ce dialogue, on n'en serait pas arrivé là. Et s'il n'y avait pas eu ce dialogue, on n'aurait pas révisé la Constitution pour permettre tout ce que le dénouement des situations que nous savons bien sûr, avec aujourd'hui où nous avons une Cour des comptes. Vous savez que ça c'est quand même une prouesse. Je sais que et Marcel et tous ceux qui sont contre la révision de la Constitution sont d'accord qu'il y a eu quand même d'avancées sur ce plan-là. Donc pour moi, c'est vrai, on peut mieux faire, mais je pense que le pas que nous sommes en train de faire en ce moment est un pas salutaire. Moi, je suis nationaliste. Je défends mon pays et je pense qu'il n'y a rien pour que moi je vienne dire que je viens peindre à noir l'image de mon pays sur un plateau de télévision. Moi, je ne le ferai pas. Je suis nationaliste et je pense que nous sommes en train d'évoluer. Et je pense qu'on peut trouver des solutions à toute situation, à tout problème. On peut aussi le souhait du politologue qui serait aussi nationaliste. Oui, Marcel Zoumenon, l'homme pense que le Bénin pouvait mieux faire. Et on a raté le coach. Et ça a été presque de là à peu près. Par rapport au dialogue. Non, je crois que j'ai écouté mon ami. Moi, je crois que on pouvait régler ces problèmes sans aller au dialogue. On pouvait régler, s'il y avait la volonté politique, on pouvait régler ces problèmes qu'il y avait au dialogue. Parce qu'en réalité, et ça c'est un peu de la ruse que le gouvernement, le chef d'État ont utilisé. Vous savez, le premier résultat, le premier produit du dialogue, c'est la révision de la Constitution. Ça a été fait à l'Assemblée, même avant qu'on ne touche aux hôtesses. Et donc, moi, j'ai toujours dit que l'objectif premier du dialogue, c'est de réviser la Constitution. Et une fois que le gouvernement, le chef d'État ont eu le quitus des FCBE, en tout cas de ceux qui étaient FCBE et qui sont aujourd'hui responsables, là, les Rompais, pouf, le dialogue a été organisé et le premier résultat, c'est la révision de la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut quand même se réjouir que, au-delà de la révision de la Constitution que le chef d'État voulait et qu'il n'a pas pu obtenir par les choses là. Il y a eu quand même cette loi d'amnistie qui a permis de libérer, je crois, 80 personnes. Ça, c'est salutaire. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette loi d'amnistie a un côté négatif que moi, je condamne toujours, c'est que ça absout tous ceux qui pouvaient avoir à répondre des tueries dont nous venons de parler. Vous concluez? Alors, je conclue en disant que
on ne doit pas banaliser. J'ai vu Félicien dans une posture de s'attaquer à Mathias Ngonkpe. Je crois qu'il a toujours fait des analyses depuis l'époque Yahi jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours fait des analyses. Je crois que jusqu'à ce moment où je parle, Mathias Ngonkpe paraît à mes yeux comme l'un des scientifiques, l'un des intellectuels les plus neutres, les plus impartiaux. Merci à vous. Et quand même qu'il faut prendre en compte quelques aspects de tout ce qu'il dit. Oui, ce sera votre conclusion. Oui, moi je pense que la démocratie béninoise, à l'étape actuelle, a évolué, et comme je l'ai dit au début, et c'est vrai, nous pouvons la parfaire. Toutefois, il serait quand même pas bien, il serait quand même une manière de faire la preuve de mauvaise foi que de dire que la démocratie béninoise a régressé. Pour moi, c'est qu'elle a évolué et nous pouvons travailler pour faire en sorte qu'elle soit quand même adaptée, aux réalités actuelles. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci également à vous, Marcel Zmenon, chers téléspectateurs. Malheureusement, oui, on va devoir s'en arrêter là. Le réalisateur nous informe. Le temps est complètement parti. On va au fossé compagnie. Ce va être sur cette citation de Pedro de la Bassara. En toute chose, dit-il, reprenez espoir et courage, car il est peu de mots qui soient sans remède. Merci d'être en permanence des nôtres et à très bientôt.